De retour sur le plateau du Grand Oral, France Bleu Touraine, la Nouvelle République TV Tour Val-de-Loire. Deuxième partie de cette émission où l'on va notamment parler de la politique régionale, de l'éducation, de l'école. Avant, on va juste revenir sur un psychodrame de ces dernières législatives qui a eu des répercussions à la région. Il s'agit de l'affaire Gaudron-Rossignol. Oui, Président, un petit zeste de politique politicienne. Vous avez eu deux conseillers régionaux, PS et Verts, qui se sont affrontés aux législatives sur Amboise, Isabelle Gaudron et Christophe Rossignol. Isabelle Gaudron, qui était votre première vice-présidente, vous avez dû la rétrograder, si je puis dire, la dégrader. Est-ce que cela a laissé des traces dans votre équipe et est-ce que ça vous a atteint, vous, personnellement? Est-ce que ça a atteint un peu votre autorité de président? Non, mon autorité de président, c'est de faire vivre la majorité. J'ai considéré, je lui avais dit au moment où il a pris sa décision, j'ai considéré que le choix d'Isabelle Gaudron était inopportun de se présenter contre un autre membre de la majorité qui, lui, avait mandat pour représenter toute la gauche. C'était ça la position de Christophe Rossignol. Elle a considéré qu'elle se devait de faire ce choix. Je lui avais dit qu'il ne pouvait pas être sans conséquences. C'est quoi les conséquences? C'est qu'Isabelle Gaudron, aujourd'hui, elle a perdu sa qualité à animer la majorité à mes côtés. Qu'il devenait difficile pour une partie de cette majorité de considérer que son autorité était naturelle. J'ai fait ce que j'avais dit. J'avais annoncé que je ne pourrais pas la garder comme première vice-présidente. Je lui avais dit, je l'ai fait immédiatement après l'élection. Ça me paraît nécessaire. Elle est une très bonne vice-présidente chargée de la formation professionnelle. Elle contribue à mes côtés à porter cette responsabilité. Mais pour animer la majorité, j'ai préféré mettre un autre élu d'Indre-et-Loire, Jean-Marie Beffara, qui par ailleurs qui est aussi député, qui est par ailleurs chargé des finances à la région et qui, en tant que responsable des finances, est véritablement sur un positionnement transversal. Alors, justement, question sur le cumul des mandats, vous l'avez dit, Jean-Marie Beffara, député d'Indre-et-Loire, est également premier vice-président en charge des finances. Alors c'est un poste important à la région. Le rapport Jospin sur la réforme, disons, de la vie politique recommande que ce genre est en train de recommander que ce genre de cumul aussi s'arrête. Quelle est votre position là-dessus? Ça vous paraît normal qu'un député en exercice soit également votre premier vice-président en charge des finances? On vient de loin dans cette affaire. Vous savez que... mais il y a une attente là aussi un certain nombre de Français ont connu la période où des élus étaient présidents de plusieurs exécutifs et en même temps parlementaires. Progressivement, on a réduit ces situations. Il faut continuer à le faire. Si je ne me suis pas présenté en 2012 aux élections législatives, c'est parce que ma conception, elle est celle aujourd'hui, quand on préside un exécutif, du mandat unique. Je pense qu'il faut que la loi vienne et qu'elle soit appliquée. Je pense aussi qu'il faut qu'elle soit appliquée par tout le monde en même temps, qu'il n'est pas normal et naturel qu'une composante politique s'applique à elle-même une loi qui ne serait pas générale. Donc on attend la loi avant d'émettre les cumulards. Je demande en effet à ce que cette loi vienne en débat et soit votée, elle le sera, à ce que, en effet, les parlementaires puissent se consacrer à leur mandat et que nous ayons dans les exécutifs des disponibilités pleines et entières qui ne soient pas entravées par tout le monde officiel. Au-delà du symbole du cumul des mandats, ça gêne le travail quotidien qu'on soit député, qu'on soit premier vice-président? Non, ça ne gêne pas le travail au sens du choix qui est fait de s'investir dans les deux choses en même temps. Il y a un problème de disponibilité qui peut être posé et Jean-Marie Beffara a choisi de rester disponible pour les fonctions de premier vice-président à mes côtés. Mais en termes d'animation de la responsabilité politique, pour nos concitoyens, on porte une responsabilité. Si elle est unique, elle est beaucoup plus claire. Chacun par le passé disait il faut élire celui-ci comme député, celui-ci parce qu'il va pouvoir rapporter à mon territoire plus que l'autre qui n'est pas parlementaire. Ça n'est pas une bonne manière d'aborder la démocratie. La démocratie, c'est chacun à égalité, clairement identifié dans son rôle d'élu, dans son rôle de représentant, et je crois que la loi
voulu par la gauche, voulu et présenté par François Hollande lorsqu'il a été le candidat et qu'il a été élu, sera mis en œuvre. Alors, on parle budget. Alors, Président, donc vous avez présenté vos orientations budgétaires récemment, votre budget 2013, environ d'1 milliard d'euros, et vous avez parlé d'un budget extrêmement contraint. Cela veut dire quoi, un budget extrêmement contraint? On serre les boulons, on coupe les vivres, les subventions, on dépense moins, on augmente les impôts régionaux. Cela veut dire quoi? Tout d'abord, pas d'augmentation des taxes ni des impôts. Le seul impôt sur lequel nous puissions jouer, c'est la carte grise, c'est celle sur laquelle les régions ont une possibilité de décider des taux. Il n'y aura pas d'augmentation pour 2013. Premier élément. Deuxième élément, je le redis, pas de fuite en avant par l'emprunt. Je ne veux pas que notre région soit une région surendettée. Nous sommes en deçà des 3 années pour le remboursement. Tous les ratios sont sains, je veux les conserver, y compris dans cette période difficile. Troisième élément, maintenir l'investissement, parce que l'investissement, c'est la vie des entreprises, je le disais tout à l'heure. Alors, quelles sont les variables d'ajustement? Eh bien, les variables d'ajustement, c'est en effet de serrer autant que possible et au maximum notre fonctionnement. Ne pas dépenser des choses qui soient inutiles. Aujourd'hui, dans un certain nombre de services, dans un certain nombre de lycées, avec les agentos, on me dit il serait utile, il serait bon de créer tel ou tel emploi parce qu'il y a une fonction de développement économique qui est nouvelle, parce qu'il y a une fonction d'extension de la restauration qui est nouvelle dans un lycée, etc. Alors je dis systématiquement, ça n'est possible que par redéploiement, pas d'augmentation des effectifs. Depuis 2010, justement, vous avez économisé combien en fonctionnement? Depuis 2010, à l'échelle régionale, oui, depuis 2010, depuis les dernières élections. On a été régulièrement en dessous de l'inflation. C'est-à-dire qu'on avait une augmentation de notre budget de fonctionnement qui se situe en dessous de l'inflation. Ce qu'il faut bien mesurer, c'est que l'inflation, quand on parle d'inflation s'agissant d'une collectivité, notamment d'une région, c'est quoi? C'est l'augmentation du prix du gaz, qui est une part très très importante de ce que l'on apporte au lycée, chauffer les lycées. Enfin, ça, je peux vous assurer qu'il y a des années où ça a augmenté de 10%. Deuxième chose, dépense importante, le TER, ce que nous payons à la SNCF pour faire fonctionner les trains. C'est une part importante de nos dépenses. Là aussi, on a des augmentations qui sont en moyenne de 4,5% par an. Donc on a des choses qui ne dépendent pas du choix de la région, qui augmentent. Par ailleurs, sur ceux que nous... qui correspondent véritablement à notre niveau de responsabilité, nous sommes régulièrement en contrainte, parce qu'il faut rester dans une épure qui permette de fonctionner sans augmenter les impôts. Si vous le permettez, j'insiste un peu. En 2013, vous allez économiser combien en fonctionnement? Combien de millions d'euros? Est-ce que vous pouvez le chiffrer ou pas? Est-ce que vous fixez un objectif? Alors, en 2013, il y aura des secteurs qui augmenteront. Je pense au secteur de l'éducation parce que nous anticipons sur les augmentations du gaz. Il y aura des secteurs qui augmenteront, celui des transports, parce qu'on connaît la facture que nous devrons payer à la SNCF qui augmente de 4,5% par an sur la durée de la convention que nous avons avec la SNCF. Et il y a des secteurs qui seront en diminution. Nous allons demander, dans un certain nombre dans le domaine de la culture, nous ne pourrons pas faire autant que par le passé. La culture et le sport, je crois. Dans le domaine du sport, nous ne pourrons pas faire autant que par le passé. Est-ce que ça veut dire qu'on abandonne la culture et le sport? Non. Nous sommes une région qui, notamment par rapport à la proximité, par rapport au soutien à un certain nombre de manifestations, de clubs, le développement des saisons culturelles, etc., est une région qui est fortement engagée. Mais il va falloir, dans un certain nombre de domaines, que nous pincions les dépenses et on l'expliquera bien évidemment à ceux qui portent si courageusement le développement culturel, parce que je n'oublie pas aujourd'hui que s'il y a la culture sur notre territoire, c'est parce qu'il y a des créateurs, c'est parce qu'il y a des associations, c'est parce qu'il y a des gens qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. Ils attendent de l'argent public, on le donne au maximum de ce que nous pouvons faire, mais cette année sera une année difficile. Voilà, c'est vrai qu'en temps de crise, ce sont eux les premiers visés. Mais en même temps, je voudrais aller plus loin, parce qu'il y a des secteurs sur lesquels nous allons être globalement en maintien. Mais dans ces secteurs, vous aurez des choses qui vont diminuer au profit d'autres qui vont apparaître. Je prenais la problématique de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a un problème qui est majeur, c'est le nombre de jeunes qui n'arrivent pas à monter dans l'emploi. Et parmi eux, un nombre important qui ne sont pas qualifiés. C'est intolérable, c'est insupportable. 20 000 jeunes au chômage et à l'échelle régionale. On a des jeunes au chômage et on a des secteurs qui emploient.
c'est pas tenable. Nous voulons véritablement, par rapport à cela, nous voulons véritablement mobiliser des moyens complémentaires pour cette partie-là de la formation. Alors justement, vous aviez promis en 2010 10 000 emplois non délocalisables, sur la région. Vous en êtes à combien aujourd'hui, 2 ans après? Écoutez, on a fait le chiffrage très sérieusement parce que c'était un engagement qui était important, un engagement pris devant nos concitoyens. À l'époque, effectivement. Absolument. Nous avons concrètement regardé en emploi direct ce qui est produit. Je prendrai tout simplement les plus de 1000 contrats associatifs que nous finançons. Je prendrai également tout ce qui se passe au niveau de l'économie sociale et solidaire lorsque nos investissements permettent à des structures qui sont liées à la production maraîchère de proximité, à l'environnement, etc., etc. On est sur ces segments-là à plus de 1500 emplois. Et par ailleurs, nos interventions dans le domaine de la vie associative, dans le domaine de la vie économique, dans le domaine du soutien aux entreprises, sont des interventions qui nous permettent de dire aujourd'hui que nous sommes déjà à plus de 7000 emplois qui ont été... Donc là, vous dites aujourd'hui, vous allez tenir la cadence, les 10 000 emplois, vous les aurez dans 3 ans. Absolument. Très bien. Sinon, oui, on a évoqué les emplois d'avenir tout à l'heure. Visiblement, il y en aurait 4000 sur la région d'identifiés. C'est pareil, vous allez tenir cette cadence-là? 4 000 emplois d'avenir. Les emplois d'avenir. 4 000 emplois d'avenir, c'est la projection du chiffre qui est donné au niveau national et qui est traduit, réparti sur l'ensemble des régions. Au regard de la population, 4 000 emplois. Ça va concerner qui? Ça va concerner les associations. Ça va concerner les collectivités territoriales et donc la région. Ce que nous allons faire, et ce sera proposé dans le budget 2013, aller vers ces jeunes. C'est souvent des jeunes des quartiers qui sont éloignés de tout. Plus de 30% doivent provenir des quartiers en difficulté. Aller vers ces jeunes, leur proposer un accompagnement pour qu'ils viennent vers ces emplois. Ça n'ira pas de soi. Deuxième aspect, faire en sorte que les collectivités, les associations qui vont employer ces jeunes puissent s'adosser à la formation que va mettre en œuvre la région pour atteindre l'objectif des jeunes en emploi et des jeunes formés. L'objectif de 4 000 est très ambitieux. Il est très ambitieux, vous avez raison de le souligner. Il va être difficile à tenir. Nous voulons absolument y travailler. Écoutez, on fera les comptes dans quelques années. Une dernière question. Il nous reste 6 minutes pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, l'école, l'éducation. Vous avez participé à la commission de réflexion sur la réforme de l'école, réforme donc, qui a été annoncée par le président de la République, priorité aux primaires, et à la formation des professeurs, retour à la semaine de 4 jours et demi, des devoirs à l'école plutôt qu'à la maison. Est-ce que vous pensez que ça va permettre de vraiment régler les maux de l'école, cette réforme? Je voudrais insister sur une réalité qui est une réalité difficile. Pendant 10 ans, la performance en matière de formation, d'école, d'éducation, la performance des gouvernements précédents a été appréciée en fonction du nombre d'emplois qui étaient supprimés. C'est quoi la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est qu'au niveau national, nous sommes avec un encadrement des enfants en primaire qui est un des plus faibles d'Europe. L'encadrement des enfants en primaire, un des plus faibles d'Europe. Deuxième sujet, alors que notre école est école de la République, école qui a participé à fonder la République, cette école qui a corrigé historiquement les inégalités, qui a fait en sorte de donner à chacun sa chance, y compris lorsqu'il était issu d'un milieu social ou d'un milieu culturel qui ne lui donnait pas la même chance qu'aux autres. Corriger les inégalités. Aujourd'hui, vous savez où on en est? On est dans une triste situation où on s'aperçoit que les inégalités de naissance, les inégalités liées au statut social des familles et qui conditionnent l'accès au savoir, à la connaissance et à la qualification, ces inégalités-là se retrouvent quasiment à l'identique à 20 ans ou 22 ans. C'est-à-dire que l'école ne corrige plus les inégalités de naissance. Moins de moyens. Réforme, elle peut permettre de corriger ça parce que finalement, il y a des problèmes qui sont inhérents à la société. C'est son ambition. C'est son ambition quand on dit dans la réforme que nous proposons, dans la refondation de l'école, dans ce rapport, quand nous proposons que les devoirs soient faits à l'école et non pas à la maison. C'est pour que des enfants qui n'ont droit à rien ou à très peu de choses lorsqu'ils arrivent à la maison, parce qu'il n'y a pas le cadre, il n'y a pas le climat, il n'y a pas l'ambiance pour se mettre au travail, puissent le faire à l'école. Lorsque nous disons très concrètement que tout ce qui touche à la formation des maîtres doit être profondément revu, formation qui a été supprimée, profondément revue pour que les maîtres soient demain
très attentifs à ces différences d'origine et puissent mettre en place des stratégies pédagogiques adaptées à chacun, c'est parce que nous pensons véritablement que le rôle, la mission centrale de l'école, c'est bien évidemment de faire réussir les enfants qui ont un potentiel et d'excellentes conditions à l'extérieur. Mais c'est en plus, et aussi c'est très important, de donner à tous la possibilité d'accès à la qualification. Il y a beaucoup trop de jeunes aujourd'hui qui partent vers ce qu'on appelle la vie active. C'est assez insupportable de penser que le terme ne les concernera jamais, vers la vie active sans pouvoir y rentrer un jour. Vous parliez des devoirs à l'école, c'est un moyen peut-être encore plus de déresponsabiliser les parents, mais quand de toute façon ils ne sont plus capables d'élever leurs enfants, est-ce que l'État ne devrait pas tout simplement retirer ces enfants la semaine au moins pour les mettre dans des espèces d'internats par exemple, où là ils seraient peut-être plus correctement élevés. Mais ça n'est pas que les parents n'ont pas le désir, la volonté ou la capacité, mais quand même, quand ils n'y arrivent pas. Aujourd'hui, vous avez 75% des familles, ou parfois 80%, ça dépend des secteurs, où les deux parents travaillent. Et en gros sont disponibles pour prendre en charge les enfants une fois le travail terminé, sont rentrés à la maison, etc. etc. Il est 18h, 18h30. Est-ce que vous considérez que c'est le bon moment pour s'occuper des enfants? Par ailleurs, vous avez des familles qui vivent des réalités qui sont des réalités difficiles, et sans culpabiliser les parents, il est important que la société se mobilise pour que ces réalités difficiles, parce qu'il y a le chômage, parce qu'il y a une famille monoparentale, etc., que la société se mobilise pour que les enfants aient un égal droit à la réussite. Ça me paraît absolument fondamental. Ça n'est pas condamner les familles que de dire cela, c'est prendre en compte l'évolution de notre société. Les deux parents travaillent, c'est prendre en compte l'appétence extraordinaire d'un certain nombre de dérivatifs. Aujourd'hui, quand vous demandez à des enfants de 6e comment ça se passe chez vous, vous en avez 1 sur 2 qui vous répond qu'il a la télé dans la chambre. Mais les devoirs à la maison, c'est peuvent-ils se faire devant les parents peuvent retrouver les enfants et puis échanger. Il faut que ce moment privilégié, vous avez 1000 fois raison, ce moment privilégié où l'enfant peut être fier de lui, où les parents peuvent s'approprier le développement de leur enfant, peuvent s'approprier ses intérêts, sa personnalité, le guider, l'accompagner, il faut que ces moments-là, bien évidemment, perdurent. Mais est-ce qu'ils ne vont pas perdurer mieux lorsque le papa ou la maman consacrera un peu de temps au conte, à une histoire, à vivre avec l'enfant ce qu'il a partagé dans la journée, plutôt que de transformer le parent en pédagogue, notamment par rapport à un métier qu'il ne sait pas forcément faire, ou par rapport à des difficultés que l'enfant porte et qu'il va devoir exprimer devant ses parents dans des situations de tension qui sont parfois difficiles. Donc ça ne supprime pas, absolument pas, c'est le contraire. Ça ne supprime pas le rôle du parent. Le rôle du parent, il est fondamental sur l'éducation, il est fondamental sur l'accompagnement. Ce regard à la fois bienveillant et exigeant, il est déterminant pour l'épanouissement de l'enfant. Il ne faut surtout pas le mettre de côté. Et le rôle de la région dans tout ça, on va finir là-dessus avec vous. Oui, parce que vous avez travaillé aussi sur les questions d'éducation, tout ce qui est de la décentralisation, de l'acte 3 de la décentralisation, aussi notamment de l'Association des régions de France. Vous proposez par exemple que les régions soient associées à ce que vous appelez le pilotage stratégique de l'éducation. Alors ça veut dire quoi? Que les régions devraient avoir un œil sur les programmes, sur les filières d'enseignement, qu'elles puissent participer à leur définition? Surtout pas sur les programmes, c'est pas notre boulot, c'est à l'État de le faire, et il faut qu'il le fasse, pas de décentralisation même si nous souhaitons que les programmes se rénovent plus vite qu'ils ne se sont rénovés par le passé. Mais par contre, nous demandons, sur le domaine de la formation professionnelle, nous demandons à avoir la maîtrise de l'évolution de la carte des formations professionnelles. On l'a dans le domaine de l'apprentissage, et je pense que personne ne s'en plaint, au contraire. On ne l'a pas dans le domaine de la formation professionnelle des lycées professionnels. Nous voulons cette responsabilité, non pas pour faire contre l'État ou à la place de l'État, pour faire en lien avec les rectorats, pour faire aussi, vous me permettrez de le dire, en lien avec les acteurs économiques et sociaux, au niveau national comme au niveau régional. Dans cette région, il y a des atouts forts au niveau économique, le développement des services, le développement du tourisme, le développement de certains secteurs industriels, etc. Il est très important que l'évolution de nos structures de formation, de notre carte des formations, soit en lien avec ces perspectives de moyen et de long terme, qui sont des perspectives d'emploi. Si nous avons un rôle, on le disait en ouvrant ce débat, un rôle dans le domaine de l'économie, il faut nécessairement que, sur tout ce qui conditionne le développement économique, la formation, l'innovation, la recherche, les régions puissent agir et agir avec efficacité. Alors justement, vous demandez également que toute l'orientation scolaire soit pilotée par les régions. Est-ce que c'est pas un petit peu trop? On ne demande pas que toute l'orientation scolaire soit pilotée. Nous considérons
que l'éducation au choix, ce qui se fait dans les collèges, dans les lycées aujourd'hui, par les profs principaux, par les conseillers d'orientation psychologue, reste de la responsabilité de l'État. Par contre, dès que vous regardez ce qui se passe, et moi je connais bien la situation à Tours et en Touraine, elle est comme ailleurs, entre les points d'information jeunesse, les bureaux d'information jeunesse, les centres d'information d'orientation et leurs antennes, les missions locales, les PAIO sur certains territoires, tout cela est une très grande, les centres d'aide à la décision pilotés par les chambres de métiers, tout cela est d'une très grande confusion, n'est pas coordonné, n'est pas mis en complémentarité. Nous voulons assurer le pilotage d'un service public d'orientation à l'échelle territoriale, à l'échelle régionale, pour qu'il y ait un meilleur accès, une plus grande lisibilité et une plus grande efficacité, avec des budgets, vous le disiez tout à l'heure, qui sont des budgets difficiles à tenir. Merci beaucoup François Bonneau d'avoir participé à ce grand oral que vous pouvez retrouver sur le site internet de TV Tours Val de Loire, rubrique information, sous rubrique grand oral. Très bonne soirée.